Salut les geeks! Aujourd'hui, dans cette vidéo spéciale John Byrne, les comics VO que je possède, chez Marvel, je ne parle pas des X-Men. Je vais réserver une vidéo spéciale pour l'omnibus des X-Men. Mais je vais quand même vous présenter d'autres choses qu'il a fait chez Marvel. Je vais vous montrer le Marvel Universe by John Byrne, tome 2. Je vous avais déjà montré le tome 1 dans une vidéo précédente. L'omnibus Alpha Flight. Et puis, des petites perles qu'il faut posséder quand on est un fan de John Byrne. A tout de suite. Alors je vais vous montrer non pas le Marvel Universe by John Byrne numéro 1, parce que ça a déjà été montré dans une précédente vidéo, mais je vais vous montrer le numéro 2. Le numéro 2 contient, comme vous pouvez le constater, tous les Iron Fist, tous les Iron Fist faits par John Byrne. C'est Marvel Team Up, un champion, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs celui-là était ici au lieu d'être dans l'autre. Daredevil et Ghost Rider, ce sont deux numéros qui se suivent. Je crois que c'est le seul Daredevil et le seul Ghost Rider que John Byrne ait jamais dessiné. Quelques Marvel 2-in-1, spécialement le projet Pegasus. Et puis Starbrand, que je n'apprécie pas beaucoup. Et par contre, ce que j'adore, c'est le Marvel Lost Generation. Alors, ça je crois que c'est la toute première histoire en fait que John Byrne ait faite pour Marvel. Et elle était ancrée par Rudy Nebres. C'est... Bon, on reconnaît pas le style de John Byrne, on reconnaît bien celui de Rudy Nebres. Et donc là, c'est le début. C'est ce qui l'a rendu célèbre. Petit à petit, on voit vraiment son style s'affirmer quasiment case par case, page par page. Donc c'est Iron Fist. Et déjà là, waouh, c'était le numéro 2. Déjà, simplement le numéro 2. Quand vous voyez l'introduction, la première page, ici, qui est franchement moche. Celle-là était déjà un petit peu mieux. Mais alors celle-là, waouh, déjà tout de suite. Et je trouvais que Chiaramonte, c'était un très bon encreur. Il apportait quelque chose de plus au style de John Byrne. Il mettait beaucoup de petits traits, comme vous le constatez. Parfois c'était une réussite, parfois non, mais ça crée une ambiance assez dramatique, qui en fait est relativement rare, je trouve, pour John Byrne. Cet épisode-là, j'ai toujours adoré. Et il a fallu quasiment, je crois, 20 ans, 30 ans, pour que je sache à peu près comment ça continuait. J'avais toujours trouvé bizarre que ça se termine dans le queue de poisson, parce que on avait cet épisode qui était vraiment génial avec les amis donc inconnus de Iron Fist quand il était à Kunlun, qui se font attaquer par les hommes plantes, enfin les créatures plantes, et puis ça se termine comme ça. Là, on a donc Miranda qui dit aide-moi, mon frère, et boum, ça se termine là. Et je m'étais dit, c'est quand même bizarre, quoi. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à pas aimer Chris Claremont. Donc ça remonte vraiment à très très loin, quoi. Chris Claremont, c'était un champion pour faire des histoires, enfin pour lâcher des pistes sans les terminer. Et j'adore cette façon de dessiner. John Byrne l'a fait énormément dans Iron Fist, un petit peu dans les X-Men au début, et puis après il a arrêté, je sais pas trop pourquoi. Et donc ces épisodes-là étaient dans Titan. Là évidemment la version faite par Lug était un petit peu moins violente. Là c'est une des très rares couvertures en fait où je préfère ce que Lug a fait. Bon, c'est du Jill Kane, ça se voit. En tout cas, Maître Khan c'est Jill Kane. Les deux personnages là, je suis pas sûr, je pense pas. Ou alors ils ont été vraiment redessinés par quelqu'un d'autre. Mais je me souviens parce qu'en fait, je crois que c'était peut-être le deuxième Titan que j'ai acheté. Et donc c'était la couverture de Lug qui m'a vraiment marqué. Je l'avais trouvé superbe. Et donc, quand Angar le cri fait des ravages. Là aussi, bon, donc ça se terminait et ils avaient enlevé le cimetière.
Et je me disais, pourquoi est-ce que Iron Fist a peur d'un mec qui a ses points comme ça? Et on voit d'ailleurs qu'il y a un problème au niveau de l'ancrage, enfin du coloriage, pardon. Je sais pas pourquoi ils lui ont mis le pouce en rose. Donc moi je m'étais arrêté à cet épisode-là, et j'ai lu la suite, je crois, 10 ans plus tard. Il m'a fallu des années pour trouver la suite. Parce que donc à l'époque, j'achetais mes produits Lug, je les achetais chez ma grand-mère. Quand j'allais en vacances chez ma grand-mère, donc c'était Noël, Pâques et les grandes vacances. Le reste du temps, j'habitais au Luxembourg, donc j'avais pas accès aux produits Lug. C'est pour ça aussi que je loupais quasiment tout le temps les Strange. Parce que lorsque j'arrivais chez le libraire, tout ce qui restait, c'était donc les périodiques qui étaient bimensuels ou trimestriels, donc Titan ou Spécial Strange. Il m'a fallu des années avant que je découvre Strange. J'adore aussi ce genre de couverture, pas de couverture de pleine page. Au sujet de ce genre de dessin, John Byrne dans son forum a dit, quand quelqu'un lui a dit ouais, j'adore vraiment que vous fassiez donc une scène d'action comme ça, il disait c'est parce que j'essaie de caser en une image 4 pages de description faites par Chris Claremont. En tout cas, ça fonctionne bien. Bon, je n'ai pas non plus passé tout le temps sur Iron Fist. Je l'adore. Oh là là, oui, non mais... comment il s'appelait en français, ça? Le Wrecking Crew. Je sais plus. Je sais plus, mais qu'est-ce que c'était bien, cet épisode. Oh. Il y a surtout, dans la suite, cette image. Cette image, elle est fabuleuse, quoi. Captain America à contre-jour, c'est fou là 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 là, ça envoie du très très lourd. Et par exemple, ce genre d'image, donc on arrive en bas de la page, et il y a un cliffhanger. Donc on tourne la page et boum, on se prend une grosse claque. Terminer avec un cliffhanger, c'est une des spécialités de John Byrne. Sauf qu'une fois de plus, il l'expliquait, c'est que la plupart de ces cliffhangers étaient perdus pour le lecteur à cause de la façon dont les pages étaient imprimées. Parce qu'il y avait une page de bande dessinée, une page de pub, une page de bande dessinée, 2 pages de pub. Et donc, ils ne savaient jamais où les pubs allaient être placées. Et donc, la plupart du temps, ces cliffhangers ne marchaient pas, quoi. Ça n'empêchait pas d'en mettre partout. Ici, on est avec Dan Atkins. Et Dan Atkins, tout de suite, le style d'ancrage change. On n'est pas au niveau de Terry Austin, mais c'est un ancrage qui est très très fidèle au dessin de John Byrne. Bon, ça aussi, c'est... on ne peut pas faire l'impasse. La première présentation d'An de Sabre, épisode qui a été censuré par Lug. J'avais toujours trouvé débile. On parle toujours d'An de Sabre, super puissant, machin. Et puis là, paf, il lui met un petit coup de pied. Et dans la version française, on saute carrément toute une page. Et on arrive ici. Et je me suis dit, quoi? Juste avec un coup de pied, Iron Fist, il met Dan de Sabre par terre. Et impressionnant, le garçon. Là, on est avec Dan Green, qui avec Dan Atkins sont tous les deux les meilleurs, à mon avis, les meilleurs encreurs de John Byrne. Dans le sens où ils sont très respectueux de ce que fait John Byrne. Terry Austin avait une patte quand même très lourde et qui a fait en fait toute la notoriété de John Byrne. En fait, il m'a fallu des années pour lire ces épisodes-là et je les ai d'abord lus en allemand. Car quand j'étais au Luxembourg, il y avait des publications en allemand de l'araignée, ça s'appelait Die Spinne. Et c'est comme ça en fait, que j'ai découvert cette histoire qui est somptueuse. Et donc, là, c'est la fin de Iron Fist. Et on passe ensuite à différentes histoires, comme une histoire avec Tigra. Bon. Ça, j'ai beaucoup aimé. C'est assez moche. Ouais, c'était Jim Mooney qui encre John Byrne. Jim Mooney, il est quand même meilleur en tant que dessinateur qu'en tant qu'encreur. J'avais beaucoup aimé sa façon de dessiner le cavalier fantôme et Daredevil, bien évidemment. Bon, le dernier épisode des Champions, je m'attarde pas.
Celui-là non plus, je ne m'attarde pas. Bob Layton, il y a une anecdote, je ne sais pas si je dois la raconter ou pas. John Byrne déteste l'ancrage de Bob Layton, et il y a eu un dessin, je crois que c'est celui-ci, où le père de John Byrne lui dit « Ton personnage, il a vraiment l'air gay ». Et John Byrne lui répond « En fait, pas dans mon dessin, quoi. Pas dans mon crayonné ». Ce qui veut dire que c'est Bob Layton qui a ajouté un côté gay au personnage d'Angel. À tous ceux qui s'offusqueraient donc que John Byrne ait dit ça, ou en tout cas que son père ait dit ça, et donc commence à dire ouais, mais John Byrne c'est un anti-gay, etc. Je vous rappelle quand même que John Byrne c'est le monsieur qui a créé Vega, donc North Star, l'un des premiers super-héros gays de chez Marvel, dans la division Alpha. Donc bon, c'était juste une autre époque, une autre façon de parler. Je dis pas que c'est une bonne façon de parler, mais bon. On en revient à cet épisode que j'avais adoré. Franchement, Hulk, avec les deux ex-X-Men dessinés par John Byrne, c'est tout simplement monstrueux, somptueux. Ça, je crois que c'est le seul épisode de Iron Man dessiné par John Byrne. L'ancrage, une fois de plus, de Bob Layton est tellement épais qu'on voit pas tellement la différence entre John Byrne et John Romita Jr., qui était le dessinateur titulaire de la série à l'époque. On passe maintenant à Marvel 2-in-1 et le projet Pegasus. Ah non, pas encore. Le projet Pegasus, il arrive juste après. Ouais, voilà. Là, on a le projet Pegasus, qui était vraiment une très bonne série publiée dans Special Strange. Je passe rapidement. Ça, il faut le lire. Bizarre Adventures. Il y a 2 pages en noir et blanc, sans une seule bulle de dialogue. Tout à la fin, simplement, ça dit la violence a différents visages. C'est excellent. Donc, on commence avec le meeting ce soir, le révérend Stan Bright qui parle pour la Légion du bon droit, on va dire. Dieu est avec nous. Dieu est toujours avec nous, évidemment. Et puis, donc, on a des gens qui sont relativement normaux. Je veux dire, pas de super-héros, pas de belle gueule, juste monsieur et madame tout le monde. Et puis, il décide de sauver nos âmes de la dépravation. Et puis, ils vont donc dans une bibliothèque, ils brûlent les livres, autodafé. J'avais adoré ces 2 pages. Bon, là, on est avec Steve Ditko, qui est au dessin, et John Byrne à l'ancrage. J'aime pas du tout. Ça n'engage que moi. Autant, je trouve que leur style se complémente pas du tout. Ici, c'est Miss Hulk, c'est un annual, je crois. Non, un graphic novel, pardon. Je trouve que la reproduction, donc les couleurs, l'impression des couleurs n'est pas bonne. Ça bavoche, Mais j'avais remarqué déjà que les graphic novels sont souvent imprimés comme ça. Je sais pas pourquoi. Ça doit tenir à la qualité du papier, je pense. Donc c'est une histoire de Miss Hulk. Bon. En parlant de Miss Hulk, j'ai revendu. J'avais un trade paperback que je l'ai revendu parce que je voulais m'acheter l'omnibus qui était censé arriver au mois de mai. Et sauf que, en fait, avec le virus, l'omnibus est reporté à la fin de l'année, si tout va bien. C'est pas gagné. Donc on passe à Starbrandt. Je suis pas un fan. C'est aussi parce que c'est ancré par Tom Palmer. Et je trouve que Tom Palmer sur John Byrne, ça va pas du tout. J'aime pas du tout. Tom Palmer a un ancrage tellement lourd. C'est comme Joe Sinnott. Il étouffe complètement le dessin de l'artiste en dessous. Donc en fait, j'ai pas lu. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Je vous laisse découvrir par vous-même. Quelques épisodes plus ou moins anecdotiques. Et là, par contre, il y a une série que je ne connaissais pas du tout. Marvel The Lost Generation, qui est imprimée à l'envers. Donc ça commence par le numéro 12 et ça se termine avec le numéro 1. Et donc on commence avec la fin.
Et au niveau de l'ambiance, j'ai retrouvé les Next Men de John Byrne. J'avais trouvé ça vraiment superbe. J'ai beaucoup aimé. Donc c'est une génération, la génération perdue des super-héros Marvel qui se sont sacrifiés. Je vous laisse découvrir pourquoi, comment, qui, quoi, comment, où. C'est vraiment très bien. En tout cas pour les gens qui aiment la science-fiction. Et comme toujours, ça se termine avec quelques reproductions de planches originales qui permettent d'admirer le style en noir et blanc de John Byrne. Et puis des recolorations pour différents traits de paperback. Alors la division alpha, j'ai l'omnibus, enfin des travaux de John Byrne. Donc ça reprend en gros les 29 premiers épisodes, plus X-Men Alpha Flight 1 et 2. J'ai une relation conflictuelle avec Alpha Flight. En fait, ouais, donc on commence avec une reprise de l'introduction de Vindicator, puis donc les 2 épisodes des X-Men où on découvre la division Alpha. Il y a également quelques pages du King Size Annual Hulk numéro 8 où il y a Sasquatch, X-Men 139 et 140, Machine Man 18. Donc en fait tous ces épisodes vous montrent simplement des membres séparés de la division Alpha. Encore un Hulk et finalement le Alpha Flight numéro 1. Le Alpha Flight numéro 1 a été vendu à 1 million d'exemplaires. Et à l'époque, ça a été, pendant plusieurs années, ça a été la meilleure vente pour un numéro 1. C'est à partir, je crois, de Alpha Flight que John Byrne a commencé à faire de l'argent. En fait, tout le monde croit qu'il est devenu riche et célèbre avec les X-Men. Pas du tout. Les X-Men se vendaient mal quand il travaillait dessus. C'est après son départ que ça a commencé à vraiment décoller. C'est ce qu'il dit en tout cas. Et ça va à l'encontre de la croyance populaire. Mais donc, quand les gens disent ouais, mais t'as fait de l'argent à mort avec les X-Men, bah pas du tout. C'est avec Alpha Flight que ça a commencé. Alpha Flight et les 4 Fantastiques. Donc, en fait, John Byrne a créé Alpha Flight parce que, comme il le dit lui-même, on lui a mis le couteau sous la gorge. On lui a dit soit tu fais la série, soit on embauche quelqu'un d'autre, mais on fera une série Alpha Flight, avec ou sans toi. Et donc il s'est dit, bon ben ok, il a fait contre mauvaise fortune bon cœur, et il s'est dit, d'accord, je vais faire la série. Et j'ai des oiseaux qui gueulent derrière moi, là, c'est atroce. Bref. Et donc le problème, c'est qu'il n'avait rien à dire sur Alpha Flight. Il a créé Alpha Flight vraiment pour affronter les X-Men. C'est tout, ça s'arrêtait là, quoi. Les personnages n'avaient aucune épaisseur, rien du tout. Et il a essayé donc de faire avancer un peu le schmilblick en créant une anti-équipe. Et donc les épisodes mettent en scène des individus. Au lieu d'avoir une équipe qui se bastonne, c'est les individus qui se battent soit tout seuls, soit par groupe de 2. Et c'est pas visible vraiment quand on le lit un par un ou une fois par mois, mais quand on les lit à la suite, ça se voit vraiment qu'il n'a rien à dire. Et il y a certains épisodes qui sont vides. C'est juste, ça se bastonne un peu, beaucoup, passionnément, la folie pas du tout, et puis voilà. Jusque donc, on arrive au fameux numéro 12, et quand les gens lui ont demandé mais pourquoi t'as tué le chef de Alpha Flight, il a dit mais parce que c'était le personnage le moins intéressant de la série. Et inversement, sa femme, Heather, était le personnage le plus intéressant de la série. Ce qui explique donc pourquoi il a sacrifié le chef. J'ai quand même toujours regretté qu'en fait, la mort de Hudson arrive, on va dire, à cause de Heather, parce qu'elle le déconcentre au moment fatidique. Et ça, j'ai trouvé ça assez dégueulasse de la part de John Byrne.
mettre ça sur les épaules de sa femme, ça fait un sacré boulet, quoi. J'ai adoré le Nightmare. Je trouvais que c'était vraiment une intéressante façon de montrer une scène de cimetière après la scène qu'il avait faite pour Cyclope, qui donc pensait à l'époque que Jean Grey était morte. Oula, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est moche? Ah oui, c'est un Marvel Team Up annuel. Ouais, ça, comme les histoires là. Oh là là. Golden Lily. Entre la fille squelettique et la fille obèse. J'avais quand même bien aimé ces histoires avec le secret de Sasquatch. Ça, je trouvais ça sympa. Là, j'adore l'histoire avec les X-Men et Alpha Flight. Surtout parce que c'est dessiné par Paul Smith. J'adore Paul Smith. Ça aussi, c'était assez sympa. La personnalité de Box, utiliser Box pour y mettre Sasquatch. Enfin, je trouvais ça vraiment bien. Donc, il y avait quand même quelques bonnes idées. Ouais, puis là, bon, après, ça part quand même en sucette. Hein. On va dire quand c'est Mike Mignola, que j'adore. Mais Mike Mignola et Jerry Talaoc, j'ai jamais trouvé que c'était un duo intéressant. Comme vous voyez là, ici, c'est Mike Mignola, ça pète. Mais Mike Mignola et Jerry Talaoc, non. Et ouais, c'est pas top. Et puis bon, après, il y a d'autres trucs. Il y a aussi une longue interview, tout à la fin. Par Patrick O'Neill, qui interviewe donc John Byrne au moment où il va créer, au moment de la création, pardon, d'Alpha Flight. Ça, je l'ai eu. C'était les éditions DS qui avaient fait un portfolio. Il y avait, je crois, 6 planches ou 8 planches, non, 6. Je les ai revendus il y a très longtemps. Donc voilà, c'est un omnibus qui est très complet. Pour les fans de Alpha Flight, je le recommande. Vous avez à la fois le travail de John Byrne et puis tout ce qui concerne vraiment Alpha Flight à l'époque de la création de la série. Je vous parle très souvent de Tomorrow's Publishing, pardon. Et ici, il s'agit de leur Modern Masters numéro 7, un spécial John Byrne. Modern Masters, c'est une série, donc je vous ai déjà présenté précédemment, quelques numéros, et il y a une longue interview de John Byrne dedans. C'est très 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 intéressant, si vous êtes fan de John Byrne. Et avec des crayonnés, qui sont plus ou moins célèbres. Si ça vous intéresse, un jour, je ferai la traduction des moments importants, donc la fameuse page. On voit son travail chez DC, chez Marvel. Et aussi ses débuts, quand il a dessiné son petit robot. Le petit robot Rogue 2000, qui était paru chez Pacific, enfin qui était réimprimé chez Pacific Comics. Donc ça, c'est une bande dessinée qu'il a fait quand il était amateur, et ça lui a permis en fait de trouver du boulot plus tard, en tant que professionnel. C'est sapatoche. On reconnaît quasiment Iron Fist, Daniel Rand. Ah ouais, ça j'avais été très déçu par cette histoire parce que déjà c'était dessiné par John Palmer, ancré par Tom Palmer. Comme je vous l'ai dit, j'étais pas un fan. Ça, il me semble que c'est donc en fait
Ce qui a convaincu Marvel de l'embaucher, c'est une histoire qu'il a dessinée en, je sais plus, 40 pages ou un truc comme ça, dans un style Kirby. Donc il a fait une histoire des 4 Fantastiques. Et ça se trouve sur internet, hein, vous pouvez le trouver, c'est en téléchargement plus ou moins libre. Et donc il a convaincu les pontes de Marvel qui pouvaient dessiner quelque chose dans un style Kirby, parce qu'il pensait que sa seule façon de trouver du boulot, c'était de dessiner à la Kirby. Heureusement qu'il a pu exprimer son propre talent. C'est un album qui date de 2007, donc ça date un petit peu. Un qui date encore plus, c'est L'Art de John Byrne, volume 1. Je ne sais pas s'il y a eu un volume 2. Ce dessin est très 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 célèbre. Celui où il s'explose la tête. Ça date de 1980. Donc je connais un, ça va lui toucher le tralala. La Veuve Noire, pour l'Amazing Geek. Il y a un avant-propos de Terry Austin. Et puis on passe à l'interview de John Byrne, qui à l'époque était au début de sa gloire. Des dessins plus ou moins olé. Ça c'est absolument superbe. Et puis Critical Error, qui a été publié ici pour la première fois en noir et blanc, et qui a été republié plus tard en couleur et censuré. Donc je vous montre là l'image en question. C'est une histoire qui a été faite sans un dialogue, sans une ligne de dialogue, uniquement avec des illustrations. Et ça montre le talent de narrateur visuel de John Byrne. Comment dessiner des comics par John Byrne? Donc, il vous faut tout le matos. Après, il vous faut un héros. Donc, il y a les proportions du corps humain. Après, comment dessiner les muscles, comment ça marche, comment le corps humain fonctionne. Comment dessiner différentes anatomies. Donc, tout le monde n'est pas un Apollon. Comment dessiner les hommes, les femmes. Comment dessiner les décors. Puis comment raconter visuellement une histoire, comment la rendre visuellement intéressante. Après, comment dessiner différents visages, expressions de visage. Et on termine avec la technologie. Et John Byrne, c'est une de ses grandes qualités, c'est de dessiner des objets, des armes, des buildings, des décors futuristes. Il est très doué pour faire la science-fiction. Comme je vous l'ai montré avec Rock 2000, John Byrne a un côté qui est moins connu, c'est que c'est un rigolo en fait. Et dans Foom, c'était une espèce de Mad à la version Marvel. Il a fait ce dos de couverture avec une parodie de Iron Fist et en même temps de Maître de Kung Fu. Donc c'est Marvel Comic Group. Les mains de Shang-Chi, Chi ici ça s'écrit pas de la même façon que le Maître du Kung Fu. C'est Chi, c'est elle en anglais. Donc c'est Mistress of Kung Fu au lieu de Master of Kung Fu. C'est Shu Manchu au lieu de Fu Manchu. Iron 6, c'est la sœur de fer. Enfin, bon, c'est mignon, c'est gentil, j'aime beaucoup. C'est une autre facette de John Byrne. Voilà, John Byrne, c'est vraiment mon chouchou. C'est le type qui m'a fait aimer c'est l'artiste, pardon. Mais écoute pas, c'est l'artiste génial qui m'a fait aimer les comics. Pendant très longtemps, quand j'étais enfant, donc pour moi, il y avait deux auteurs de comics. Il y avait d'un côté Stan Lee, qui écrivait tous
qui créait tous les comics, parce qu'il y avait le Stan Lee présente dans tous les produits Lug. Et puis d'un autre côté, il y avait John Byrne. John Byrne, c'était l'artiste. J'ai découvert les Strange dans les années, fin des années 70. Donc, il dessinait à la même époque Iron Fist et les Champions dans Titan. Et dans Special Strange, c'était les X-Men. Il y a eu des épisodes de la chose dans Vundagore. Non, pas Vundagore. Le projet Pegasus. Et il y a eu l'araignée chez Marvel Team Up. Donc, tous les Special Strange étaient dessinés, enfin toutes les séries de Special Strange étaient dessinées par John Byrne, et la moitié, voire la plupart des séries de Titan étaient dessinées par John Byrne. Donc John Byrne faisait tout. À l'époque, je connaissais relativement mal Strange. Je connaissais surtout Titan et Special Strange. Et donc, ouais, c'est lui qui m'a fait découvrir et aimer la narration visuelle. Tout ce que j'ai pu après apprécier chez des artistes comme Frank Miller, je l'ai découvert d'abord chez John Byrne. Même si à l'époque je ne savais pas comment ça s'expliquait, je savais juste que j'adorais sa façon de raconter une histoire comme si c'était en fait un film. Il avait un cadrage très cinématographique. C'était pas du tout l'exagération physique comme on la voit chez Gil Kane, même si Gil Kane a été une énorme influence de John Byrne. Il y avait un côté réaliste qu'on ne trouvait pas chez Gil Kane. Et d'un autre côté, c'était hyper cinématographique. Les cadrages étaient toujours plongée contre plongée, champ contre champ. C'était fabuleux. Il avait une façon, surtout pour moi, de raconter les histoires, enfin de mettre en scène des scènes qui sont banales. Et comme il l'a dit et répété des milliards de fois dans son forum, que je vous invite à visiter, je vous mets l'adresse ici et en plus dans la description de la vidéo. Comme il l'a dit et répété des centaines de fois, ce qui fait un super-héros, ce sont les scènes où il n'y a rien de super, justement. Lorsqu'il y a des scènes de la vie de tous les jours, si elles sont bien racontées visuellement, si elles sont intéressantes visuellement, faire intervenir l'imaginaire dans la vie de tous les jours, c'est là que ça a le plus d'impact. Si tout le monde porte des collants, plus personne ne porte des collants. Donc il faut qu'il y ait des gens qui sachent raconter des histoires correctement, avec des voitures normales, des gens normaux, chapeau, veston, chaussures, machin, qui prennent le bus, qui prennent le métro, qui prennent l'avion, et puis paf, d'un coup il y a un type en collant qui apparaît au milieu. Là ça fait un choc. Mais si tout le monde est dessiné comme s'il était une gravure de mode, il n'y a pas d'intérêt. Une fois de plus, si tout le monde est super, plus personne n'est super. Donc, de ce point de vue-là, John Byrne, c'est un maître. Il y a des scènes de foule, des scènes de la vie de tous les jours qui sont absolument magnifiques. Et vous regardez ces scènes de groupe, chaque personnage a son identité propre. Que ce soit un homme, une femme, un jeune, un vieux, que ce soit un super-héros physique ou magique ou intellectuel. On peut, sans connaître le super-héros, on peut d'un coup comprendre que telle personne a telle identité. Il est grognon ou il est souriant, etc. C'est un artiste, c'est un génie, je l'adore. Et j'espère, dans le courant de cette série de vidéos, vous partager ma passion. Et qui sait, vous faire découvrir ou redécouvrir des histoires que vous avez oubliées ou que vous ne connaissez pas. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, pouce bleu, partagez-la sur les réseaux sociaux. Vous pouvez d'ailleurs me retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter. Et puis, lisez plein de John Byrne. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.